Masolo ya mboka, Masolo ya mboka. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans ce cadre pour cet exercice de redevabilité. On a le président de la République qui est le premier fan, le premier supporter, le premier coach des Léopards s'est à nouveau mobilisé personnellement avec la très distinguée première dame pour aller accueillir et remercier et féliciter nos héros pour cette belle victoire, parce que même s'il nous reste encore une marche pour arriver à la Coupe du Monde, mais nous avons battu successivement les Cameroun et les Nigeria. Les chroniqueurs sportifs savent ce que ça peut représenter, et nous avons tous vu le mental des jeunes Congolais qui se sont battus hier, qui ont tout donné et qui ont montré que la République démocratique du Congo est résistante et résiliente et parvient toujours à ses objectifs lorsque nous sommes tous mobilisés. Je voudrais qu'on revienne tout à l'heure sur les mots des remerciements du président de la République adressés aux joueurs au stade de Martyrs, quelque temps après avoir été applaudis par tous ceux qui s'étaient rassemblés à milliers depuis l'aéroport de Njili jusqu'au stade de Martyrs, point de chute de l'activité de ce jour. Avec la technique, on va écouter le président de la République. Voilà, ce sont les remerciements de la nation, du président de la République adressés à notre équipe nationale pour la belle performance. Il reste encore quelques épreuves et je voudrais rapidement vous donner quelques dates clés spécifiquement par rapport à ce qui attend nos 11 nationaux. Le 18 novembre, donc demain, on connaîtra les 3 derniers barragistes. Le 19 novembre sera le jour de la publication du classement FIFA. Et puis le 20 novembre, tirage au sort des barrages intercontinentaux. Et du 23 au 31 mars 2026 se dérouleront les barrages intercontinentaux au Mexique. Pour ce qui concerne le barrage intercontinentaux, il y a donc des regroupements des fédérations, et la République démocratique du Congo, qui va représenter l'Afrique, sera donc aux côtés des pays de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Nous connaîtrons évidemment les nations qualifiées après les matchs qui se tiendront normalement aujourd'hui. Et puis il y aura donc au sein de cette CONCACAF, il y a les pays de l'Afrique, la RDC, les pays de l'Amérique du Nord, les pays de l'Océanie, et puis dans l'autre pool, c'est la zone Asie. Et donc la République démocratique du Congo fera partie des 6 pays barragistes de ces 3 continents, et les 2 pays sur les 6 mieux classés à l'issue de la publication du classement FIFA du 19 novembre 2025 pour la trêve internationale de novembre joueront un match, et les 4 autres mal classés vont jouer le premier tour et le deuxième tour, ensuite format demi-finale et finale. Donc, en d'autres termes, sur les 6 équipes qui sont qualifiées, dans les classements FIFA qui sortira, je crois, après-demain, si la République démocratique du Congo est la première de 6, elle est exemptée d'un match. Les 2 autres clubs joueront un match qui correspond à une forme de demi-finale, et c'est les finalistes qui jouera avec la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, vous avez suivi le président de la République. Le gouvernement, comme au premier jour, va rester davantage mobilisé pour passer cette étape, et nous pensons que nous avons le moral qu'il faut, même si on a parlé de vaudou. Vous avez suivi cette scène qui manque de fair play du coach nigérian, mais c'est illustratif justement de notre état d'esprit, de notre mental, et c'est bien qu'autour de cet événement, les Congolais de partout dans le pays, y compris dans les parties sous occupation, se soient réjouis et sont en communion avec tous les autres Congolais pour la phase qui suivra. Évidemment, les chroniqueurs sportifs pourront y revenir. On va revenir sur le sujet du soir. Monsieur le ministre Flori Anzolini, merci de vous joindre à cet exercice de redevabilité. C'est votre premier exercice, donc on fera peut-être une économie de mots pour vous présenter. Figure bien connue, surtout fer de lance de mouvements citoyens avec Filimbi. Je me souviens encore de quelques années difficiles quand la lutte avait commencé. Bon, c'est peut-être pas le sujet de ce soir. Les sujets ce soir, c'est de parler intégration régionale, parce que vous avez été désigné à ces postes par le président de la République et la première ministre. Peut-être qu'avant de parler spécifiquement de votre premier test grandeur nature, qui était ce sommet de la CIRGEL, comment avez-vous
commencer le travail en tant que ministre de l'intégration régionale dans une zone où la République démocratique du Congo a quelques mailles à partir avec certains pays voisins, principalement le Rwanda. Alors merci, Monsieur le Ministre, chers collègues et chers frères, pour cette invitation. Peut-être commencer simplement par définir la mission première du ministère de l'intégration régionale. Le ministère de l'intégration régionale a pour principale mission de faciliter l'intégration principalement économique d'ailleurs, entre la RDC et les différents pays membres des communautés qu'on appelle des communautés économiques régionales, telles que la CIRGL, raison pour laquelle nous avons alors organisé ce sommet. Deuxième chose, les outils qui sont utilisés par le ministère de l'intégration régionale sont des outils diplomatiques, donc la diplomatie et la politique. Également les questions, on va dire, sécuritaires liées à des questions de gestion de conflits, et bien évidemment les aspects économiques qui sont au cœur en réalité du ministère qui m'a été confié par le président de la République. Donc lorsqu'on entend parler d'intégration régionale, il faut penser plus économie, combiné à la diplomatie. Il faut d'abord penser diplomatie plus économie. L'objectif ultime, c'est l'intégration économique. Maintenant, pour qu'il y ait une intégration économique, il faut qu'il y ait la paix, la sécurité et la stabilité. Donc voilà pourquoi tous les outils nécessaires pour qu'il y ait cette paix, cette stabilité et cette sécurité sont la diplomatie et la politique. Bon, la paix, il en était justement question au cours du sommet qui s'est tenu récemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sommairement, d'abord, de l'importance de la République démocratique du Congo au sein de cette structure, les travaux de Kinshasa, qu'est-ce que ces travaux ont donné, et puis à la fin, il y a évidemment une déclaration finale, et c'est que c'est cette déclaration finale spécifiquement par rapport à la situation que nous connaissons avec le Rwanda. Alors en résumé, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il s'est tenu le 15 novembre dernier un sommet, le sommet de la CIRGL, sommet des chefs d'État de la CIRGL. Le dernier sommet s'étant tenu en 2020 de manière virtuelle. Le dernier sommet tenu en présentiel était en 2017. Alors la CIRGL était un mécanisme qui est issu d'un pacte, un pacte pour la sécurité, la paix, la stabilité et le développement, qui a été signé par 12 pays de la région. Vous avez parmi ces pays l'Angola, le Congo-Brazza, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, les deux Soudans, la Centrafrique, le Kenya et peut-être un dernier pays qui m'échappe, le Kenya et le Rwanda, bien évidemment. Donc, et bien évidemment, la RDC est également membre de cette structure. Alors, la particularité de la CIRGL, c'est que les 12 États ont souscrit à plusieurs protocoles, exactement une dizaine de protocoles, et c'est là tout l'intérêt de notre présence dans ce mécanisme. Le premier protocole, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Ça veut dire que tous les pays membres de cette structure ont adhéré au principe de non-agression et de défense mutuelle. Le deuxième, qui est celui de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le troisième, celui de la coopération judiciaire. Il y a également un protocole sur la prévention et la répression du crime, génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y a un protocole également très important pour nous, qui est un protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et par rapport à ce protocole d'ailleurs, il y a actuellement un dossier ouvert, un audit qui est lié justement à l'exploitation illégale de ressources naturelles, principalement dans les zones qui sont occupées. Vous avez un protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle, vous avez un protocole sur la zone spécifique de reconstruction et de développement, vous avez un protocole sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées, un protocole sur les droits de la propriété des rapatriés, et puis sur la gestion de l'information, de la communication. À ces protocoles s'ajoutent 5 programmes: paix et sécurité, vous avez un directeur, démocratie et bonne gouvernance, développement économique et intégration régionale, questions humanitaires, sociales, environnementales, genre, enfants et femmes. Donc ça, c'est un peu l'organisation et le fonctionnement de la CIRGL. Alors la CIRGL comprend également plusieurs organes, 4 organes en général: le sommet, le comité interministériel, le secrétariat exécutif et puis le mécanisme national de coordination. Le sommet, c'est l'organe suprême, l'organe décisionnel, qui est composé des 12 chefs d'État. C'est donc le sommet qu'il y a eu le 15 novembre dernier. Vous avez le secrétariat
le secrétariat qui est l'organe de coordination et de mise en œuvre du pacte. Le sommet aujourd'hui donc va être à partir du 15 novembre est présidé par son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et vous avez également donc le comité interministériel qui lui est un organe exécutif qui est présidé par également le ministre dans le cadre de la RDC, le ministre de l'intégration régionale que je suis, comité interministériel qui est un comité principalement exécutif. À cela vous rajouterez un quatrième, on peut appeler ça un quatrième organe, qui est la Troïka. La Troïka est composée du président entrant, du président sortant, donc du pays sortant, et du président du futur, du futur finalement président. Président sortant, c'est l'Angola. C'est comme ça que vous avez assisté à une passation de responsabilité entre le président angolais, le président Lorenzo, et le président congolais, le président Tshisekedi. Et le futur président a été désigné pendant justement ce sommet. Ce sera le Burundi, donc la Troïka, qui dirige en quelque sorte aux côtés du comité interministériel la CIRGL pendant 2 ans. Le mandat est de 2 ans, va être géré par la RDC, l'Angola et le Burundi. Voilà. Bon. Quels sont les avantages justement pour la République démocratique du Congo dans ces contextes d'agression, spécifiquement sur ces sujets de l'agression? Y a-t-il un engagement qui a été pris par les différents chefs d'État? Absolument. À l'issue de ce sommet, il y a eu une déclaration, il y a eu des rapports qui ont été présentés bien évidemment, mais il y a eu une déclaration qui a été validée par tous les pays présents ou représentés. 11 des 12 pays ont été présents et représentés. Et un élément assez important qui est ressorti de cette déclaration, c'est l'élément lié à la question de l'agression. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des protocoles essentiels pour la RDC qui a été validé, j'insiste, par tous les membres, les pays membres de cette organisation, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Sur base donc de ce protocole, l'une des exigences de cette déclaration dit clairement ce qui suit. Nous appelons les États membres à continuer de soutenir les processus de paix en RDC, mais surtout à exiger le retrait sans délai du territoire congolais des troupes du pays agresseur. Je pense que c'est aujourd'hui la première fois qu'il est dit clairement que nous avons affaire en RDC à un pays qui nous agresse, mais il y a un soubassement, j'insiste. Le soubassement, c'est le protocole validé par tous les pays. Agresseur de la République démocratique du Congo, conformément, on a également fait référence à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça, encore une fois, les pays ont souscrit librement, ont pris des engagements, et cet engagement-là doit être respecté par tous les pays, tous les 12 pays membres qui y sont. Et l'un des avantages, donc, aujourd'hui, est d'avoir une plateforme qui va nous permettre de continuer le dialogue et la discussion pour que cet engagement soit respecté par ceux qui ne le respectent pas aujourd'hui et qui sont connus. J'ai dit au départ, la CIRGL a donc 2 objectifs. Un objectif sécuritaire de paix, parce que ce n'est que dans la sécurité, lorsqu'il y a la sécurité et la paix, qu'on peut aller sur des questions de développement. Donc la question sécuritaire est bien évidemment prioritaire. Mais ce que nous avons également quand même confirmé dans la prise de cette présidence, vous l'avez entendu lorsque le président de la République a réagi, c'est que la RDC, ça c'est important de le préciser, ne prend pas cette présidence avec un objectif de régler des comptes. Elle prend cette présidence avec l'objectif très constructif de pouvoir utiliser cette plateforme pour amener la paix et renforcer l'intégration économique régionale. Sur ces questions-là, aujourd'hui, nous avions également organisé en parallèle de son marge, comme on dit, de ce sommet, ce qu'on a appelé, nous, un segment de haut niveau, au cours duquel, justement, nous avons présenté 3 grands projets intégrateurs que nous estimons être des potentiels success stories, comme on appelle en anglais, des projets à succès, s'ils vont jusqu'au bout. Nous avons eu un débat très constructif avec des acteurs publics, des ministres, des acteurs du secteur privé sur le projet Lobito. Nous avons eu la même chose sur le projet du corridor nord du pays et sur le projet du corridor central avec le train qui doit quitter la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Cela avait pour nous un objectif et de démontrer que la RDC est disposée et disponible, bien évidemment, à travailler étroitement avec tous les pays de la région sur des projets économiques qui peuvent justement permettre de renforcer la paix. Aujourd'hui, le projet du Grand Nord est avec l'Ouganda.
Le projet central est avec le Burundi et la Tanzanie, et le corridor de Lobito, c'est avec la Zambie et l'Angola. Donc vous voyez que quand les relations entre les États sont stables, sont, on va dire, respectueuses des règles et des normes, des projets peuvent émerger et renforcer cette stabilité. Donc ça démontre clairement que la question de la paix, nous devons la régler en priorité et urgemment si nous voulons que les retombées, bien évidemment, économiques, puissent intervenir. Voilà. Effectivement, c'est un point important, merci, merci chers collègues. Ce sont donc des segments, 3 panels qui ont été organisés, au cours desquels les panélistes étaient d'une part des ministres des pays concernés par ces projets, mais également des ministres congolais dans les secteurs respectifs, et puis des acteurs du secteur privé. Il y avait également des acteurs institutionnels, Banque mondiale et autres. Donc vous avez, et y compris d'ailleurs la société civile, vous aviez cette multitude d'acteurs qui permet justement de faire avancer un projet intégrateur économique. Voilà. Je comprends les inquiétudes et les préoccupations par rapport à notre existence dans ces différentes organisations, mais l'organisation, comme je l'ai dit, a été créée pour permettre de garantir la stabilité et la paix. S'il y avait la stabilité et la paix partout, cette organisation, en réalité, n'aurait pas lieu d'être. Donc notre présence dans cette organisation est de pouvoir l'utiliser en utilisant les outils. J'insiste, ce protocole sur la non-agression est un outil ratifié par tous les membres de cette organisation. Et dans cette organisation, vous avez tous les pays impliqués directement ou indirectement dans le conflit. Donc nous estimons que diplomatiquement, politiquement, il est important que la RDC soit très active au sein d'une plateforme comme celle-là pour pouvoir justement pousser à ce que tous ensemble, 11 pays sur 12 ont quand même signé cette déclaration. Ça veut dire qu'on doit continuer à pousser diplomatiquement également en utilisant d'autres moyens, mais diplomatiquement en ce qui nous concerne, tous ensemble pour que cette règle-là soit respectée. Donc ça, c'est notre existence est importante dans ces plateformes. Les autres, pourquoi elles ne condamnent pas encore? Je pense que c'est un travail diplomatique qui doit se faire et que nous continuons à faire. Le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le gouvernement tout entier, nous continuons à sensibiliser, à faire du plaidoyer, à faire des actions et des activités diplomatiques, d'où l'importance de l'organisation d'un sommet comme celui-là. Vous avez eu des chefs d'État qui sont venus, des prises de position officielles, donc ça fait partie des actions diplomatiques du pays pour que, justement, nous puissions mettre un terme à cette guerre. Elle a trop duré, je pense qu'aujourd'hui, la RDC est décidée à mettre un terme, pacifiquement de préférence, à la souffrance de nos populations. Monsieur le ministre, est-ce que le Rwanda a été invité à participer à ces sommets? Alors, c'est une bonne question qui nous a été posée assez régulièrement. Oui, je le dis fermement, fortement. Le Rwanda a été invité par les canaux diplomatiques appropriés à participer à ce sommet. Ce sommet, d'ailleurs, qui est très important, qui a été organisé en 2 phases. La première phase, c'est la phase des réunions préparatoires qui ont eu lieu du 31 octobre au 12 novembre. Cette réunion a connu ici la visite de plusieurs instances importantes. Nous avons eu les chefs des renseignements des pays membres. Il y a 8 chefs de renseignement qui étaient ici, de 8 pays. Nous avons eu les ministres de la Défense, nous avons eu les ministres du genre, nous avons eu les ministres des Mines. Et donc, vous voyez que la plupart, tous les pays ont été présents ou correctement représentés. Malheureusement, le Rwanda a préféré, je pense, ne pas y participer. Nous avions également donné l'option et la possibilité d'une participation virtuelle. Nous comprenons que la situation peut être difficile, mais là également, elle n'a pas été utilisée. Donc, oui, invité en utilisant les mécanismes diplomatiques appropriés, mais aucune présence ni dans les réunions préparatoires ni au niveau du sommet. La signature de l'accord cadre de Doha. Il faut savoir qu'il y a une priorité pour nous qui est prioritaire, une priorité prioritaire, permettez l'expression, c'est de desserrer le taux sur la situation humanitaire que vivent nos populations dans cette partie du pays. Je ne voudrais pas revenir sur des choses qui ont déjà été dites ici abondamment, et le président de la République n'est venu que préciser un certain nombre de choses, parce qu'il est revenu sur sa participation à la conférence de Paris, mais surtout sur ce que le membre du gouvernement, pas seulement ceux-là que vous avez cités, qui sont habilités, puissent faire diligence sur des sujets qui les concernent. Et donc, je voudrais donner une toute petite précision, parce que je ne pense pas qu'il y a lieu de faire des commentaires, parce que nous sommes à Doha justement pour être sûr qu'on apporte de réponses. On a signé un accord cadre qui repose sur 8 questions, pour lesquelles 2 ont déjà trouvé des réponses. Donc la question
de prisonniers, la question du cessez-le-feu. Il y a d'autres qui viendront. Je pense que vous avez eu l'occasion de lire les communiqués que nous avons faits à propos. Donc, au-delà du mécanisme des libérations de prisonniers, il y a les mécanismes des surveillances et des vérifications des cessez-le-feu, l'accès humanitaire et la protection judiciaire, la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale, les arrangements sécuritaires intérimaires et les DDR, l'identité, la citoyenneté, le retour et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, la relance économique et les services sociaux, la justice, la vérité, la réconciliation. Donc si vous avez lu l'accord, il y a donc une volonté pour nous d'aller très vite. Et d'ailleurs, dans le communiqué que nous avions fait, nous avions dit qu'il faut y aller dans les brefs délais. Et si vous suivez les processus, vous allez voir que ceux avec qui nous sommes dans ces processus, donc les Américains, les Qataris ou encore le Togo, tous et nos partenaires ont salué ce pas qui a été franchi. Maintenant, il faut qu'on se donne rendez-vous dans moins de 2 semaines maintenant, parce que ça courait à partir de samedi, pour laisser les discussions se faire et définir les calendriers ainsi que les mesures qui doivent accompagner l'application de tous ces protocoles. On en aura 6 parce qu'on en a déjà 2, et c'est l'ensemble de ces 8 mécanismes ou de ces 8 questions, des réponses à ces 8 questions qui nous permettront d'avoir un accord final. C'est bien cela l'essentiel pour ne pas, il ne faut pas tomber dans l'agitation comme j'ai vu le jour de la signature. Évidemment, il faut peut-être quelques cours de communication, mais sur ces sujets-là, pour nous, nous tenons à un retour rapide de la paix, de la situation normalisée pour nos populations, et nous avons balisé le cadre qu'il faut. Dans les jours qui viennent, il y aura des discussions qui vont nous permettre d'aller vers des solutions. Voilà, Monsieur le Ministre, pour les questions qui vous concernent. Merci, chers collègues. Alors, sur la question de savoir comment faire pour que le Rwanda respecte ses engagements, je comprends que cette question soit une question importante pour le Congo vu les conséquences, mais je tiens quand même à préciser un élément important. La CIRGL est une structure multilatérale, et donc plusieurs conflits sont gérés au sein de la CIRGL, y compris le conflit important pour nous, prioritaire du Rwanda. Important de le préciser pour ne pas que nous donnions l'impression que la CIRGL est une structure qui se focalise sur le Rwanda. On a parlé du conflit au Soudan, on a également parlé du conflit en Centrafrique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comment faire pour que le Rwanda respecte ses engagements? C'est la même chose, c'est-à-dire que nous ne pouvons, et ici, moi, nous ne sommes que dans la phase diplomatique et politique. Donc tout ce que nous pouvons faire ici, c'est utiliser des outils auxquels le Rwanda a souscrit. J'insiste, c'est extrêmement important. Le Rwanda a souscrit à cet outil. Donc nous pensons avec les autres États aujourd'hui, parce que les autres États ont également signé cette déclaration, que ce cadre peut nous permettre de faire pression sur le Rwanda pour que ces troupes soient retirées et que ce conflit soit réglé pacifiquement. Il y a également, je le répète, le protocole sur les minerais qui sont issus des zones de guerre et de corruption, très important. Processus de certification qui existe également. Le président, vous l'avez suivi, a parlé du renforcement de ce processus, parce qu'il y a un processus de certification qui devrait être renforcé par un processus, cette fois-ci, de traçabilité. La traçabilité, c'est de l'origine jusqu'à la vente, finalement, à l'exportation. Et la certification, c'est une fois que les produits sont arrivés. Donc ça fait partie des objectifs de la RDC, de la vision de la RDC, travailler sur toutes ces questions avec l'objectif ultime de rendre les relations entre les États de la région et de cette organisation beaucoup plus pacifiques et dans le respect des intérêts et des règles communes. N'oubliez pas qu'il y a moins de 2 semaines, ou un peu plus de 2 semaines, nous étions à Londres avec la première ministre et chef du gouvernement dans le cadre justement de sa participation à un grand débat sur CNN par rapport au développement de l'Afrique. Nous avons eu l'occasion de rencontrer David Lammy, qui est le vice-premier ministre chargé de la justice du gouvernement britannique. Avant, il était Foreign Secretary aux affaires étrangères. Ensuite, nous avons une réunion avec justement les responsables, le ministre de l'Intérieur, pour parler de cette question. Et je pense qu'avec la première ministre et chef du gouvernement, on est assez sensibilisés. J'ai échangé à ces sujets encore cet après-midi avec la ministre Kaikwamba, qui travaille avec le vice-premier ministre Jacquemain Chabani pour s'assurer de voir à travers les différents outils qui existent comment nous pouvons continuer justement
le travail. Mais il y a un point sur lequel la Première ministre avait insisté, c'est-à-dire que s'il y a des retours qui doivent être faits de nos compatriotes qui sont là-bas et qui sont en situation difficile par rapport à leurs documents, ça doit se faire dans le respect des droits humains. Et je pense que pour l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que la discussion a déjà commencé entre notre gouvernement et les leurs. Au niveau des affaires étrangères et de l'intérieur, il y a des mesures qui sont prises et les moments venus, on pourra évidemment les communiquer avec les gouvernements britanniques et nous assurer que la République démocratique du Congo, que les ressortissants de la République démocratique du Congo ne soient pas concernés par cette mesure. Voilà. Monsieur le ministre, pour vos questions. Merci, chers collègues. Alors, cette question sur la commission d'audit est extrêmement importante. Je l'ai mentionné très brièvement. Effectivement, il faut peut-être que je revienne dans les détails, parce qu'elle conforte la nécessité pour la RDC de continuer à agir fortement, à être présente dans ce type d'organisation dans lesquelles les États membres ont pris des engagements. Cette commission d'audit est issue donc du protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ce protocole interdit à tous les pays membres d'utiliser des ressources qui sont issues de l'exploitation illégale. Vous l'aviez probablement entendu, l'avant-dernier ministre des Mines avait déclaré les zones occupées de l'Est de la RDC comme des zones rouges, les zones minières. C'est le point de départ finalement de ce comité d'audit, parce qu'en déclarant ces zones rouges, ça impliquait que ces zones rentraient dans la description, dans le descriptif qui est repris dans ce protocole. Mais pendant cette période, une analyse a été faite et il a été constaté que l'un des pays bénéficiaires de ces ressources avait une augmentation de l'exportation des matières premières issues de ces zones minières injustifiée. Et donc, c'est cela qui a permis alors à la RDC de pouvoir initier le mécanisme d'enquête. Un groupe d'enquêteurs a été mis en place. Ils ont été renforcés en termes de capacité pour pouvoir mener à bien ce travail. Ils sont en train de travailler aujourd'hui, le groupe d'auditeurs. La phase suivante va être justement de se rendre probablement dans les différents pays concernés pour pouvoir poursuivre ce travail. Donc nous suivons ce processus de très près et les conclusions de ce processus devront être ramenées jusqu'au niveau du sommet pour que des positions et des recommandations ou des décisions soient prises par rapport à ce rapport qui sera rendu. Voilà. Volonté de la régler de manière définitive. Il ne faut pas oublier que la diplomatie a son temps, mais je pense que lorsque vous regardez la dynamique dans laquelle nous sommes depuis le 27 juin, on n'avance peut-être pas à un rythme grand V, on avance. Et donc aujourd'hui, nous avons l'accord de Washington, dont la pleine application dépend de la fin des discussions au niveau de Doha, et ce qui a été fait samedi résume plus ou moins toutes les questions que les autres disent entre guillemets causes profondes, s'il faut utiliser cette formule, qui vont nous permettre, lorsqu'on y donnera la réponse, je ne voudrais pas rappeler l'objectif des discussions de Doha, vous le connaissez, lorsqu'on aura fini de donner des réponses pour chaque 8 points répertoriés et les niveaux d'application, on aura l'autre pendant qui permettra la pleine application de l'accord de Washington. Et vous savez bien que l'accord de Washington, on est revenu dessus il y a quelques jours. Dès qu'il donnera les résultats, dès qu'on évaluera l'exécution satisfaisante du CONOPS, qui est le volet sécuritaire de l'accord, qui passe entre autres par les retraits de ce qu'on appelle mesures de défense du Rwanda, mais en réalité de son armée, et de la fin de son soutien à ses supplétifs, nous pourrons parler d'intégration. Un peu la gymnastique dans laquelle notre collègue, le ministre Floribert Anzoluni, nous soumet, c'est d'expliquer qu'en fait, on ne peut pas arriver à une intégration économique lorsqu'il n'y a pas de paix, lorsqu'il n'y a pas de stabilité. Et dans ce qui se fait à Washington, qui sera complété par ce qui se fera à Doha, on pourra avoir les réponses pour une crise qui dure 30 ans. Lorsqu'on aura donné des réponses à ces crises, lorsqu'on aura ramené la stabilité dans cette partie du pays,
et l'intégration régionale, l'intégration économique sera plus fluide. Et donc, il faut considérer que nous avons une boussole, nous avons un plan, nous avons un processus laborieux, mais nous considérons que nous avançons et nous souhaitons que très rapidement, et c'est les messages que nous passons notamment à travers les différentes médiations, qu'on arrive à la conclusion pour qu'on desserre l'étau sur nos populations. Parce qu'il ne faut pas oublier que le point principal pour nous, c'est de nous assurer que nos populations des partis et sous-occupations soient soulagées très rapidement de cette situation. Monsieur le ministre. Merci, cher collègue. Alors, à la première question de savoir si la RDC est satisfaite du travail de la CIRGL. Alors, je crois que la question n'est pas très bien posée, parce que la CIRGL est une structure permanente qui règle le conflit de manière permanente. Et ce que je peux dire aujourd'hui en toute sérénité, c'est que l'Angola, qui est le pays sortant, est un pays frère qui est très impliqué sur la question du conflit congolais, qui a pris part à plusieurs initiatives et qui continue à être engagé dans ces initiatives-là. Donc ça, c'est assez évident. Maintenant, notre prise de présidence de cette CIRGL doit nous permettre d'améliorer ce que nous pensons qui aurait dû être fait mieux que ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Donc on va voir maintenant dans un avenir dans un avenir prochain, on va dire, on verra si nous pouvons, nous, à notre niveau, sur base de la vision qui a été présentée par le chef de l'État, améliorer cet engagement de la CIRGL. Mais déjà, vous pouvez constater que, j'insiste, la demande du retrait du pays agresseur est unique. Il n'y a aujourd'hui aucune autre organisation qui a reconnu de manière aussi claire qu'il existe en RDC un pays agresseur et qui exige son retrait. Et 11 des 12 pays de la CIRGL étaient présents. C'est un pas. Maintenant, nous devons continuer à dialoguer de manière pacifique pour sortir de là. Alors, sur la question de l'hôpital, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça ne fait pas partie de mes prérogatives. Mais ce que j'ai entendu le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba dire lors du panel sur l'hôpital, c'est lui qui est en charge en tant que ministre sectoriel, c'est justement nous rassurer sur le fait que les aspects liés aux communautés locales, au secteur privé, sont justement sont prises en compte aujourd'hui par le projet. La Banque mondiale qui était représentée nous a également conforté sur ce point-là. Maintenant, pour aller dans plus ample détail, je laisserai le vice-premier ministre pouvoir le faire. Je pense qu'il a un événement sur la question prochainement d'ailleurs. Merci. La priorité sur l'intégration économique régionale a été citée en 5e position parce que le premier des préalables, c'est la paix. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur ces questions-là, mais pour que l'intégration économique puisse être mise en œuvre, on a donné des exemples. Aujourd'hui, l'Obito existe parce que nos rapports avec l'Angola et la Zambie ne sont pas conflictuels. Aujourd'hui, le corridor Tanzanie-Burundi, le rail existe parce que nos rapports avec le Burundi et la Tanzanie ne sont pas conflictuels. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de ramener la paix entre nous et les différents pays concernés. Et ensuite, nous rentrerons maintenant sur les questions de développement et d'intégration économique et en utilisant des outils, comme l'a dit M. le Président de la République et chef de l'État, des outils tels que des outils de traçabilité, de certification. Ce sont des outils qui doivent nous permettre justement d'améliorer, d'assainir le cadre pour que cette intégration économique puisse devenir une réalité avec les pays avec lesquels ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et j'ai un élément que j'aimerais également rajouter d'ailleurs. On n'en a pas parlé, Monsieur le Ministre, permettez-moi, c'est le MCVE. C'est le mécanisme de vérification. Ce mécanisme-là de vérification, vous le trouvez, de vérification sécuritaire, a été inclus dans l'accord de Washington. Tout à l'heure, on parlait de l'accord de Washington, comme mécanisme de vérification, justement, entre les deux pays. Mais ce mécanisme-là, voilà une autre raison pour laquelle notre présence et notre présence forte dans ce genre d'organisation est importante. Ce mécanisme fait partie de la CIRGL. La présidence de ce mécanisme jusqu'à présent était congolaise et le mécanisme est basé à Goma. Et donc, voilà encore un outil qui a été mis en place et validé par les 12 pays qui aujourd'hui se retrouvent dans un accord en cours de construction qu'il faudra renforcer pour que cet accord, la mise en œuvre de cet accord puisse devenir une réalité. Donc voilà. Et les réponses
qu'il doit apporter pour les situations que nous connaissons. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Nous prendrons évidemment rendez-vous pour faire le suivi de ce qui a été dit et surtout que nous avons 2 ans de présidence de cette institution. Le président de la République a donné les grandes lignes et la République démocratique du Congo va s'engager comme de coutume par rapport à sa ligne diplomatique à faire sa part pour que non seulement la paix puisse être restaurée, mais pour faire éclore le potentiel des développements de cette partie du continent africain. Mesdames et messieurs, je vous remercie de vous être pleinement mobilisés pour participer à cet exercice de redevabilité. Je rappelle que le président de la République et toute la nation s'étaient mobilisés aujourd'hui pour remercier, dire nos encouragements aux léopards. L'invitation, c'est que nous tous, nous restons soudés derrière nos léopards, parce qu'avant même l'échéance qui va donner la qualification pour la Coupe du Monde, nous allons y arriver. Nous puissions d'abord faire histoire avec la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer le mois prochain au Maroc. Et donc ces blocs de soutien est nécessaire pour permettre à nos joueurs d'avoir le mental d'acier qui nous permette d'être encore meilleurs et surtout que le football, monsieur le ministre Floribert Anzoloni, est une passion qui est largement partagée. Largement. Merci beaucoup de votre participation à cet exercice et au revoir. Merci. Masolo ya mboka, masolo ya mboka.